Euh, la nuit du 10 au 11 janvier 2017, et il est 2 heures et quelques du matin, donc un sujet sur lequel je reviens, et donc qui n'est pas, qui n'est pas facile à traiter en, en un quart d'heure. Donc je vais essayer de me lancer, de traiter de quelques éléments, même si j'en laisse de côté quelques-uns. Et donc pour essayer d'avoir une introduction pas très partisane du sujet, comme ça en apparence, j'ai intitulé cet essai Sujet de perplexité, et en fait Palestine. Donc ça s'intégrera dans un certain nombre de sujets que je voudrais traiter sous ce vocable-là, étant donné que ce sont des sujets sensibles. Et que donc il y a une censure, et il y a une censure, je veux dire, étatique, etc., institutionnelle, mais il y a aussi des réactions qui peuvent venir d'auditeurs pas trop ouverts à, comment dire, à la multiplicité des avis, à la multiplicité des approches. Donc fondamentalement, ce qui s'est passé en ce que moi j'appellerais Palestine, puisque c'est comme ça qu'il faut, ça permet de se déterminer. Il y a dès le départ une sorte qui est quelque chose qui est, c'est pour ça que je fais ce traitement en français, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas encore compris la nature du sujet et l'implication. Nous sommes ceux qui ont socialisé dans un pays arabo-musulman sont en fait nés dans cette histoire-là. Euh, elle a été une histoire intime. Donc quand nous sommes jeunes, déterminés en tant que Palestiniens, et en essayant toujours de porter ce nom de Palestine, malgré l'existence d'un État qui porte le nom d'Israël, ce n'est pas que moi, personnellement, je sois allergique au mot d'Israël. C'est un mot que j'ai beaucoup répété durant les longues années, les 10 années d'apprentissage du Coran. Et donc le mot Israël est un mot très courant. Israël dans le Coran est, est archi présent. Ce n'est pas le nom en tant que tel qui pose problème, c'est plutôt cette réalité qui veut devenir la seule réalité et le seul horizon. Israël et sa légitimité historico-religieuse sur ce territoire, et qu'elle ne veut pas partager, et dont elle veut expulser ceux qui habitaient avant l'arrivée des déplacés, avant l'arrivée des immigrés, avant l'arrivée de toutes sortes de gens qui sont venus de par le monde, et qui se sont, comment dire, prévalus, qui se sont de cette légitimité, de cette antériorité symbolique et mythique pour pouvoir revendiquer ce territoire. Cela a été dit de façon pas tout à fait très claire, donc ce n'est pas vraiment évident à cette heure-ci de la nuit, mais il y a quelques éléments que je voudrais essayer de mettre en lumière. C'est ce soir, hier soir, j'ai vu que la ville de Paris, sous la direction d'Hidalgo, avait fait quelque chose en solidarité avec ce qui s'est passé à Jérusalem, au Quds. Donc cet écrasement par un camion de soldats. Et auparavant, il y a eu à Berlin quelque chose comme c'est un geste de solidarité que, évidemment, moi je n'accepte pas.
que je ne peux pas cautionner, non que je prône la violence contre des gens, mais il y a une situation complexe et on peut pas comme ça avoir des attitudes ou appel à la solidarité pour n'importe quel événement. Nous devons réserver la solidarité à ce qui touche les civils, quelle que puisse être leur origine ou leur appartenance ethnico-religieuse, etc. Nous savons que, par exemple, celui qui a tué, celui qui a attaqué les soldats, était armé. Donc il y a même les civils en Israël peuvent être armés. Un certain nombre d'entre eux, ceux qu'on appelle les colons, sont armés. Donc la population n'est pas désarmée. Et elle peut, d'ailleurs, ça a marché. Il a mis fin à l'attaque de ce chauffeur de camion. Là où normalement il y a problème, c'est quand on transpose des situations qui se sont produites chez nous, que ce soit à Nice, que ce soit à Berlin. Ce sont des situations européennes, ce sont des événements européens. Ils n'ont aucun rapport avec ce qui se passe en Palestine et Israël, si vous voulez que je mette les deux comme ça. Et il est difficile, il est très difficile d'avoir le geste qu'il faut, la solidarité qu'il faut. Ce n'est pas la même scène de conflit ou de tension. Ce n'est pas comparable. Et quand quelqu'un de gauche fait cela, il sait qu'il encourage l'irrédentisme des extrémistes israéliens qui sont en grande partie représentés au gouvernement. Et le problème qui se pose, c'est doit-on s'impliquer dans une situation qui est une situation dans laquelle il y a un peuple qui est soumis à une action de minorisation, une action presque d'avalement. On s'accapare les terres, on a ce mouvement et continu qui ne s'est jamais arrêté. On s'accapare les terres, on s'accapare les maisons, etc., tout ce qui appartient aux Palestiniens. Et d'un côté, on construit, on autorise des constructions n'importe où, donc dans des lieux qui sont encore soumis au régime d'occupation. Ce sont des lieux occupés. On construit des choses qui menacent l'avènement d'un État palestinien. Donc on remet en cause la viabilité de cet État. Et d'un côté, on autorise des constructions problématiques, et d'un autre côté, on interdit, par exemple, aux Palestiniens de construire. Et partout, ils sont toujours menacés. On ne leur accorde pas les permis de construire. Et donc, on essaie d'acheter ce qu'ils ont déjà, qui est licite. On détruit ce qu'ils ont construit de façon illicite parce que de toutes les façons ils n'obtenaient pas les permis, et on détruit évidemment les punitions collectives, on détruit les biens de ceux qui ont commis des actes, on va dire des actes de résistance, puisque un peuple occupé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce sont des actes terroristes? Est-ce qu'on est là à transposer des éléments de langage d'un lieu à un autre et caractériser ces actes? N'oublions jamais, quand on est en France, n'oublions jamais, ce n'est pas très loin, 60 ans, c'est vraiment très proche, 70 ans, on va dire, et quelques, que les Allemands qualifiaient les actes de résistance d'actes terroristes. C'était ça le terme. Ça délégitime, ça déshonore même, et qu'il y avait des
des punitions collectives, il y avait des otages qui étaient là pour empêcher la commission d'actes de résistance, je le répète, qualifiés par les occupants nazis d'actes de terreur. Et donc finalement, on a évidemment ça n'a pas duré très longtemps cette occupation nazie, donc quelque part ça n'a pas eu le temps d'imprégner peut-être la conscience collective française. En tout cas, c'est encore bien présent, c'est un fait historique indéniable, et si donc ce qu'on autorise d'un côté, on l'enlève de l'autre, ça ne va pas. N'oublions pas un autre élément que je voudrais souligner avant de terminer peut-être cette courte intervention avec, je ne sais pas, j'ai toujours ces problèmes de caméra, d'enregistrement. Il ne faut pas que j'oublie la sortie de ce livre qui s'appelle Mon combat. Et moi je me rappelle, j'avais vu ce livre, et quelque part c'est le mot Mon combat, quand j'étais jeune, très jeune, qui quelque part m'interpellait. Ce titre, un titre trompeur évidemment, un combat qu'on rejette tous, qu'on délégitime, qu'il n'y a aucune légitimité à ce combat, même si nous pouvons trouver quelques éléments objectifs dont par exemple les réparations de guerre, l'occupation du territoire allemand, les réparations de guerre, etc., que la France avait exigé de l'Allemagne, etc. On peut trouver que quelque part il y a des éléments objectifs, et puis bon, il y a eu la crise de 29, des éléments objectifs qui ont participé comment dire, à l'émergence de ce courant national-socialiste, etc., etc. On peut aussi donc dire, donc quelque part j'étais, il y avait ça, et puis je me rappelle, il n'y a pas quelques années, quelques décennies, j'avais vu cet ouvrage donc exposé à la vente, traduit en arabe, exposé à la vente, comme ça dans les rues, sur une place d'une grande ville, et ça m'avait choqué. J'avais envie d'interpeller la personne qui était en train de feuilleter le livre, et qu'est-ce que je découvre? Que quelque part ce livre vient d'être réédité en Allemagne et qu'il a un succès fou, et que bien sûr on a pris la précaution de contextualiser, d'expliquer, d'essayer mais malgré tout il a eu un succès. J'ai entendu dire qu'il a eu un succès auprès des gens âgés. Donc il y a une nostalgie nationale-socialiste qui existe. Ce livre est évident. Donc d'un côté, il y a des gestes de solidarité avec le peuple juif, et d'un autre côté, on remet en lumière quelque chose qui est la base idéologique du national-socialisme. Il y a pour moi une contradiction. C'est un livre qu'on n'aurait jamais dû rééditer et rendre accessible à tout venant. Et c'est là où il y a un problème. Et il y a aussi un problème par rapport à ceux qui défendent la cause palestinienne. Il y a toujours une petite ambiguïté qu'il faut toujours combattre et qu'il faut absolument lever, cette ambiguïté. Il y a ce qui discrédite la thèse ou la cause, c'est comment dire, c'est cette tendance à généraliser, à s'attaquer aux juifs de façon générique, et cette tendance à parler de complot judéo-maçonnique, etc. C'est des lobbies, il en existe de toutes sortes, des groupes de pression, il en existe de toutes sortes. Il existe des groupes de pression saoudiens aux États-Unis. On ne va pas dire le monde est. On ne projette pas la lumière sur ces groupes-là. C'est comme ça que ça marche. Les gens s'organisent s'ils en ont la capacité.
Mais de là à dire que ce sont ces gens-là qui mènent le monde, etc., partir dans ce genre de, de, de thèse, dans ce genre de discours qui en fin de compte, ne sert à rien. Nous pouvons produire tout le discours qui nous plaît, nous produire, mais par ailleurs, il y a des faits qui sont des faits irréversibles, qui sont créés de jour en jour sur la terre des Palestiniens. Nous avons aussi une question qui reste en suspens, c'est la question des réfugiés. De plus en plus, nous parlons évidemment des Palestiniens qui sont restés sur leur terre, et ceux qui sont déplacés, mais qui sont restés en Palestine quand même. Il y a beaucoup de camps de réfugiés, mais il y a les réfugiés à l'extérieur, en Jordanie, en Syrie, en Égypte, etc., et aux États-Unis, tout ça. Tous ces gens-là, ces millions de réfugiés, et ils n'ont aucune possibilité de retour. Il y a la question des réfugiés, qui reste une question qui devient de moins en moins actuelle. Et quelque part, c'est cela dont nous devrions nous occuper. Il aurait fallu, pour mettre un peu un terme à la souffrance de ces gens, parce que par exemple au Liban, ils vivent dans des conditions horribles, ils ont été massacrés en Irak après la chute du parti basse, et ils ont été évidemment très très malmenés en Syrie. Il y a eu des guerres il y a eu la guerre dans les camps, dans les Yarmouk si je me rappelle bien. Et donc il y a le sort des réfugiés, quelque part pire que celui des Palestiniens restés, pas réfugiés, restés chez eux sur leur terre. Les réfugiés de l'intérieur, je n'en parle pas, il y en a en Cisjordanie, il y en a à Gaza, ils sont quand même assez nombreux. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de petit, les camps de réfugiés. Là aussi, quand on est déplacé, on est toujours dans une situation qui n'est pas, on est en situation de fragilité et de précarité. Donc finalement, je voulais quand même, par cette intervention, appeler à plus de nuances, apporter des nuances. Il y a des soutiens, les Israéliens s'arrangent bien avec ce qui se produit chez eux. D'ailleurs, ils ont pris toutes sortes de mesures punitives, donc ils ne vont pas rendre le cadavre à sa famille, ils vont détruire la maison de la famille, ils emprisonnent des membres de la famille de celui qui a fait l'attaque, etc. Nous avons à souligner, je ne sais pas si ça enregistre encore, nous avons à souligner cette histoire que nous avons vécu avec le soulèvement, c'est comme ça, l'intifada, c'est le soulèvement premier, le deuxième soulèvement. Nous avons assisté il y a quelques mois à l'émergence de cette vague d'attaques au couteau, à l'arme blanche. Souvent, dans certains cas, il est possible qu'il y ait juste suspicion d'un début de commission d'un acte et la personne est abattue, blessée, grièvement abattue et souvent achevée. Donc, ce sont des gens, comme on a dit, pour le dernier attaquant en date, c'est une personne normale qui a, comme ça, d'un coup, elle n'est pas affiliée à une organisation. Les gens agissent individuellement par eux-mêmes parce que les organisations qui pouvaient porter la lutte de résistance ont été soit empêchés d'agir, les gens du Fatah collaborent avec l'autorité palestinienne, collaborent avec les services de sécurité israéliennes. Ceux de Gaza, ils n'ont pas le luxe d'un quelconque acte de résistance, sauf les quelques actes de provocation qui se produisent de temps en temps, parce que chaque acte est puni de façon disproportionnée. La riposte ou la vengeance ou l'acte de vengeance, l'acte de la punition est disproportionné à l'acte commis. Et donc, on a tué leur chef, on les a massacrés, et ils n'ont plus le luxe
de, de provoquer la moindre petite attaque. Et donc, voilà, donc il y a malheureusement, pourquoi cela reste, pourquoi je reste, puisque j'avais fait une intervention que j'avais appelée longtemps je suis palestinien, et quelque part pourquoi je reste dans cette disposition d'esprit, pourquoi je me réaligne sur des thèses assez classiques. Là, il y a, si j'avais eu la possibilité technique d'aller plus loin dans l'enregistrement, je saurais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a d'autres... avant, moi j'ai grandi avec la cause palestinienne, il y a eu la guerre civile libanaise. Actuellement, il y a des guerres partout, il y a des peuples qui souffrent beaucoup plus que les Palestiniens, des peuples au Yémen, en Syrie, etc. Hors Gaza, la Cisjordanie, c'est surtout les actes de, comment dire, la répression quotidienne, mais surtout les actes d'avilissement, tout ce qui rend la vie quotidienne difficile et insupportable, c'est ce régime policier appliqué aux Palestiniens. Et donc, après, il y a sûrement le manque de au niveau économique, et certainement il y a des fragilités. L'autorité palestinienne vit avec beaucoup d'aide internationale. Après, Gaza constitue un territoire à part, il a été détruit, il est en partie, il va être, ce qui a été détruit est en train d'être reconstruit en partie avec l'aide du Qatar. Ce n'est pas... bien sûr, cette aide est bienvenue, mais ce n'est pas comme ça qu'on va régler les choses. Les destructions de la dernière guerre, si on peut appeler ça une guerre, ont été effroyables et rien je veux dire, c'est presque... ces destructions peuvent très bien survenir de nouveau et on aura perdu de l'argent pour rien. Et donc finalement, ce qui se passe en Palestine devient, évidemment la cause palestinienne est devenue cause seconde, et c'est d'autres pays qui monopolisent l'attention parce que ce qui s'y passe est vraiment assez difficile. C'est des guerres d'une ampleur assez effroyable, avec des conséquences humaines, avec des déplacements de population en quantité. En Syrie, les gens se sont déplacés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Au Yémen, il n'y a pas d'exode, mais il y a des gens qui vivent dans des conditions inhumaines. Et voilà, donc ça, comme si ça minorisait les souffrances ou la situation difficile, voire quelquefois désespérée du peuple palestinien, et ça focalise l'attention sur d'autres théâtres de conflit. Et donc, je voudrais juste rappeler que la position officielle de la France, et devrait, d'ailleurs on doit avoir quelque chose vers le 15, une conférence internationale, et devrait, pour la naissance, il n'y a pas longtemps, on a failli reconnaître la Palestine, donc le Parlement français a failli reconnaître, ou va peut-être le faire dans quelques temps. Et donc, il ne faut pas encourager les politiques suivies par certains gouvernements israéliens qui essaient à tout prix de rendre impossible, infaisable, la naissance d'un État viable, palestinien viable, par le morcellement du territoire, chose que tout le monde connaît, constate, chose qui avance. Et donc, il y a le gouvernement français qui vient de voter avec d'autres une résolution condamnant le processus de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée. Et donc, quand on a un geste de solidarité, il y a
il y a des nuances à apporter. Le geste de cela est toujours, il ne peut pas, sa pertinence n'est pas tout à fait, acquise, et il faut voir, on doit savoir si la solidarité est bienvenue, si la solidarité si elle encourage une puissance occupante à continuer. Il faut plutôt travailler pour que il n'y a aucun espoir, en fait. C'est comme ça qu'il faut conclure, parce que je dois conclure, il n'y a pas d'espoir. La question est entendue depuis 48, depuis 1917, et depuis l'effondrement de l'Empire ottoman. La question est entendue. Il n'y aura pas d'État palestinien, et c'est comme ça. Il n'y aura même pas d'État binational. Il y aura quelque chose qui sera toujours un territoire avec une souveraineté fictive, ou une souveraineté très limitée, et puis une puissance qui continuera toujours d'administrer ce territoire, ce petit territoire, à sa guise, suivant l'évolution de ses projets. D'ailleurs, n'oublions jamais que ce territoire de Cisjordanie est revendiqué, et qu'il s'appelle la Judée et la Samarie, et qui est complètement... Il y a des processus qui ne sont pas... Il y a des processus en cours et qui n'augurent rien de bien, et il y a de quoi désespérer d'une évolution heureuse à cette situation. J'ai fini pour l'instant, et j'en ai pas fini avec cette perplexité perpétuelle à propos de la Palestine, et à propos de ce qui se passe, et à propos de ce que cette question soulève de par le monde, etc., etc.